Nous allons commencer afin de ne pas pénaliser celles et ceux qui arrivent à l'heure. Je vois la régie. On devrait être bon. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir ce matin pour un nouveau thème de forum dédié au recul du trait de côte. L'idée étant de voir ce que l'on peut, ce que l'on doit subir ou éventuellement mettre en place quand on est une commune confrontée par le phénomène du recul du trait de côte, mais éventuellement aussi par le risque d'inondation, submersion plutôt, on l'évoquera tout à l'heure. On le connaît malheureusement, le phénomène est aujourd'hui aggravé par le changement climatique. Depuis plus d'un an aujourd'hui, élus et ensemble des acteurs travaillent dans le cadre du Comité national du trait de côte. Donc des réflexions sont en route sur le sujet. On a une liste de communes qui a été arrêtée par un décret liste du 29 avril 2022, mais qui n'est pas gravé dans le marbre, qui a vocation aussi à pouvoir évoluer. Et surtout, au cœur de notre réflexion ce matin, la question du financement des conséquences de ce phénomène, puisque sans financement à la hauteur des besoins, ce sont les habitants du littoral et le secteur économique qui risquent d'être redevables. Donc voilà, quel type de nouveau financement imaginer pour répondre à ces questions? On a choisi de décomposer ce forum en deux séquences. La première sera dédiée à un état des lieux et constats, avant d'aborder dans un second temps la question des réponses locales et les pistes de propositions nationales. On a fait le choix aussi de laisser plusieurs temps d'échange avec la salle de manière à vous assurer une forme d'interactivité, pas quelque chose de trop descendant, ce qui permettra à chacun d'entre vous, peut-être pas tout le monde, mais de faire part en tout cas de vos expériences, remontées de terrain et témoignages. Pour parler de ces questions, donc autour de moi, Dominique Cap, maire de Plougastel d'Aoulas, président de l'association départementale des maires du Finistère. Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio, président de l'Association nationale des élus du littoral, l'ANEL. Bienvenue également. Nous aurons le plaisir de faire intervenir aussi monsieur Dupré du CEREMA, directeur au CEREMA sur le volet risque, on va voir dans un instant. Madame Ilseul Butcher, maire de Ao, en Polynésie. On trouvait important de mettre un focus spécifique sur la question ultramarine. Madame la maire qui viendra témoigner tout à l'heure. Alors, Sophie Panonacle, qui devrait peut-être nous rejoindre, occupée actuellement au Parlement, donc on vous tient informé en fonction des nouvelles qu'on va recevoir en direct. Emmanuel Alzuri, maire de Bidart, conseiller délégué littoral et trait de côte à la communauté d'agglomération Pays Basque et aussi au titre du GIP Littoral Aquitaine, on en reparlera plus tard. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des élus communautaires spécifiquement fléchés sur ces questions-là. Je pense que c'est quelque chose d'assez particulier. Robert Crost, maire du Gros-du-Roi, soyez le bienvenu également. Et Stéphane Ledouaré, maire de Pont-l'Abbé, président de la communauté de communes du pays Bigoudin Sud, qui nous fera part de ce qu'ils ont choisi de mettre en place localement pour pour apporter une forme de réponse à la question de la submersion. Messieurs les coprésidents, peut-être en introduction, comment aujourd'hui, effectivement, présenter l'état des lieux, les constats, vos ressentis sur le sujet? Merci, merci Christophe. Alors, on est ravis de vous accueillir avec Jean-Charles, président d'ANEL, que je remercie de travailler avec moi. Donc, Dominique Cap, je suis maire de Plougastel et je suis président de la commission littorale de l'AMF, des maires de France. Donc, c'est un sujet qu'on suit depuis maintenant plusieurs années, puisqu'il a été mis en place le comité national du trait de côte avec Sophie Panonacle et l'ensemble de plusieurs élus ici que je vois qui participent à ce travail. Alors on a effectivement, ça a été dit en préambule, on a un constat, on a un travail qui a été fait par le CEREMA qui est assez précis. Aujourd'hui on a des éléments de situation que l'on connaît avec un échéance à 0,30 ans et 30 à 100 ans, même si bien malin qui peut dire ce qui se passera dans 100 ans, mais n'empêche qu'on a des échéances court, moyen et long terme. On le voit chaque année quand on se retrouve ici. On a commencé la première commission sur le trait de côte, c'était il y a 2 ans. On était une dizaine à La Réunion. On l'a fait l'année dernière, on était encore plus nombreux. On le refait cette année, on est encore plus nombreux. Ça montre que ce sujet,
aujourd'hui, tous les élus littoraux sont concernés et se sentent impliqués. J'ai une pensée, il va peut-être nous rejoindre, pour le président de Mayotte, qui était à mes côtés l'année dernière et qui nous disait « Moi, à Mayotte, si on ne fait pas quelque chose, on va avoir un vrai problème ». Le cyclone Chinou est passé par là, Mayotte a été extrêmement touché et on en reparlait hier tous les deux. Il dit voilà, on est vraiment dans des cas où les bouleversements climatiques touchent nos territoires et vont les toucher de façon encore plus forte. Moi, la mission que m'a donnée David Lisnard, le président de l'AMF, elle est la suivante. Ça n'est pas aux communes et aux intercommunalités de payer le recul du trait de côte. Voilà, on ne peut pas porter ça tout seul, ça n'est pas possible. Et donc, il faut effectivement que, après le point sur l'état de situation, qu'on connaît plutôt assez bien, qui évolue, comment fait-on pour financer et trouver des financements pérennes. Alors, c'est très bien que Sophie Panonac, je dirais, ne soit pas des nôtres, parce qu'elle est en train de défendre les amendements en ce moment. Elle va nous rejoindre. Elle arrive à 11h40. Eh ben donc, oui. on aura des informations plus fraîches que fraîches, puisqu'elle défend les amendements en ce moment, et elle va nous rejoindre, elle nous dira donc qu'en est-il de ces pistes de financement. On pourra y revenir évidemment. La liste des propositions que l'on a faites, l'AMF et l'ANEL, au sein du comité national, sont assez claires, sont assez précises et doivent surtout permettre, pas d'être sur un one-shot, mais d'être sur des financements pérennes et d'accompagner les élus. Et un point très important, je le redis ici, c'est la gouvernance. Quand on aura créé ce fonds, il faut qu'on évite que ce fonds parte dans un espèce de magma au niveau de l'État et qu'on n'en voit jamais en fait la couleur. Il faut que cette gouvernance soit co-gérée par l'État et les élus locaux. Et quand on sera là, nous, on sera vigilants pour que ces fonds aillent vraiment aider les territoires et les communes qui en ont besoin avec les spécificités de chacun. Voilà un petit peu l'état des lieux. On sera là, évidemment pour répondre à toutes vos questions, à tous les cas que vous pouvez vous présenter comme chaque année. C'est riche et varié. En tout cas, un grand merci d'être là. Et je passe la parole à Jean-Charles qui co-préside avec moi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier Dominique et l'AMF d'avoir eu la gentillesse d'associer l'ANEL à ce colloque, à cette discussion importantissime sur le trait de côte. J'ai la chance d'être président de l'Association nationale des élus des littoraux depuis pas très longtemps. Donc, il a fallu me plonger au cœur de ce sujet. Mais en réalité, j'ai pas trop eu le choix parce que c'est le sujet du moment. Et quand je dis que je suis heureux que l'AMF nous associe à ces travaux, depuis 48 heures, avec le délégué de l'association, nous avons rencontré président de la République, présidente de l'Assemblée nationale, les deux commissions du Sénat et du Parlement en charge des littoraux pour évoquer, insister sur cette question du trait de côte. On a tous, dans toutes nos régions, les chiffres seront donnés. Il y a le CEREMA qui fait un travail extraordinaire là-dessus, qui nous a donné ces chiffres. Sur les 5500 km de côte française, 1700 sont touchés aujourd'hui par cette question-là. Et dans chaque région, alors il y a des régions plus touchées que d'autres, mais on a ce souci. Et quand je dis des régions plus touchées que d'autres, d'ailleurs, je voudrais commencer mon propos par évoquer les Outre-mer. Le plus important, j'ai nos amis polynésiens face à moi, ils vont intervenir. Je voudrais les citer parce que moi, je suis fier et heureux d'être président de l'ANEL depuis quelques jours. Et je suis fier et heureux parce que la France, c'est la deuxième puissance maritime. Et si elle est la deuxième puissance maritime, elle le doit en grande partie à nos amis de l'outre-mer. Et face au sujet qui est le nôtre, je crois que s'il y a bien des victimes collatérales en matière de réchauffement climatique, de l'action qu'ils n'ont pas, eux, commise, mais où ils sont seulement des victimes, ce sont bien nos amis d'outre-mer. Et je pense que quand on nous dit le littoral va payer pour le littoral, je pense qu'on ne peut pas être la France si ce n'est pas la solidarité nationale qui agit pour aider nos amis d'outre-mer. Bien évidemment, la France hexagonale, la Corse mérite aussi beaucoup d'attention. Mais je crois que je me devais d'insister sur nos amis d'outre-mer. Et quand je vous dis, j'ai eu la chance de le dire au président, à la présidente ou aux parlementaires, je dis simplement qu'à un moment donné, cette chance-là, c'était de leur dire aussi que l'union fait la force. Et ce qui va être démontré
montrer maintenant, c'est cette idée, si l'AMF, l'ANEL et d'autres associations d'élus travaillent ensemble, si au sein du Conseil national du trait de côte ou du Conseil maritime, je crois que là, on peut avoir une seule et même voix. C'est ça qui est important. Et il faut dire au gouvernement, l'ancien Premier ministre qui nous avait dit justement le fameux le littoral paye sur le littoral. Alors d'abord, on lui répond que quand on parle d'éolien en mer ou quand on parle de taxer les plateformes, je pense que c'est bien le littoral qui va payer pour le littoral. Mais on lui dit qu'aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de payer la sécurité du Louvre. Je rigole, je le fais tout le temps parce que c'est amusant. Mais nos littoraux sont fiers de participer à la solidarité vis-à-vis de la montagne, vis-à-vis de tous les risques que nous connaissons en termes d'inondations partout sur le territoire. Je crois que le patrimoine de nos littoraux, il est un patrimoine national et il est normal que la solidarité nationale y fasse face. Je crois que c'est le sujet du moment. Il y a une forte symbolique et une forte attente dans la création de ce fonds. Je ne dis pas, il faut bien sûr le pérenniser, avoir de l'ambition quant à son contenu, mais je crois que l'important aujourd'hui, c'est d'arracher la création de ce fonds. Il en va et la démonstration va être faite à travers les interventions des uns et des autres, qu'il y a la nécessité, elle est urgente. Et quand je dis elle est urgente, je dis surtout que si on ne veut pas avoir à payer 10 fois, 100 fois la note dans 30, 40 ou 50 ans, c'est maintenant qu'il faut appréhender correctement les choses. Donc merci à tous les intervenants, merci encore à l'AMF et je répète, l'union fait la force. Merci Monsieur le Président. 1700 km de côte évoquiez-vous à l'instant. Vous évoquiez également le travail qui était fait par le CEREMA, alors, dont l'activité consiste effectivement à établir des projections à différents horizons. On en a dit quelques mots. Première séquence, donc pour faire un état des lieux et un constat, Sébastien Dupré, que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui. Vous êtes directeur au CEREMA en charge des risques eau et mer. Est-ce que vous pourriez nous présenter un bref état des lieux du recul du trait de côte aujourd'hui ? Oui, alors merci beaucoup pour cette invitation. Je vais effectivement vous présenter des éléments de constat. Je veux juste dire que le CEREMA, c'est un établissement de l'État et des collectivités. On a 1200 collectivités adhérentes au CEREMA. Donc c'est aussi tout naturel qu'on soit là avec vous aujourd'hui, puisqu'il y a un certain nombre de nos adhérents dans la salle. Donc on travaille au niveau local et au niveau national. Alors les éléments un peu de constat, je vais faire en deux temps en fait. Et vous verrez, j'ai deux diapos. Regardez un petit peu en arrière et regardez un petit peu en avant. On va commencer par regarder un peu en arrière et juste se rappeler, vous le savez, que le recul du trait de côte, l'érosion, sont des phénomènes naturels qu'on constate depuis longtemps. Il faut commencer par dire ça. Ça touche de manière assez différenciée, mais dans tous les cas de manière importante, le territoire hexagonal, les zones insulaires, les zones ultramarines. Et vous voyez sur cette carte qui est l'indicateur national de recul du trait de côte qui est établi par le CEREMA, qu'en fait on a 20% du littoral français qui est aujourd'hui en recul. On parlera de demain tout à l'heure. Donc sur les 50 dernières années, on a à peu près perdu 4200 terrains de foot de territoire national dans les zones qui sont les zones en rouge qui reculent le plus et dans les zones en orange qui reculent le moins. On a aussi quelques zones stables. La deuxième chose que je voulais dire pour poser un peu le décor, c'est que l'érosion, elle est impactée par l'activité humaine. À la fois, on construit parfois des infrastructures pour lutter contre l'érosion, mais il y a un certain nombre de ces infrastructures qui ont un effet négatif et qui aggrave le recul du trait de côte. On sait aussi qu'on a exploité les sédiments dans des cours d'eau et que parfois ça a aggravé localement l'érosion dans des embouchures. Et aujourd'hui, on a à peu près, enfin pas à peu près, puisqu'on les a décomptés dans la base nationale des ouvrages côtiers, on a plus de 16 000 ouvrages de protection du littoral et qui ont des fonctions un peu différentes, parfois de l'érosion, parfois de la submersion, parfois c'est des ouvrages portuaires qui agissent aussi sur le recul du trait de côte. Donc voilà la photo aujourd'hui. La photo aujourd'hui, je vais la compléter quand même par la carte que vous avez complètement à droite. Pardon. J'ai pas vu Miquelon et ça m'interpelle parce que nous étions en déplacement il y a 10 jours et il y a un vrai sujet à Miquelon. Alors on a un travail effectivement en deux temps, tel qu'il nous a été demandé par le gouvernement et par le Comité national du trait de côte, où on va poursuivre et on poursuit ce travail sur l'ensemble des territoires ultramarins. Donc je le signale, je vous présente la commande qui nous a été passée sous d'ailleurs l'égide de Sophie Pandonacle. Je voudrais compléter mon propos dans la partie constat, et ça vous le savez bien mieux que moi, mais en redonnant quelques chiffres quand même. C'est que le territoire littoral, il comporte énormément d'enjeux.
D'abord parce qu'on a à peu près 8% du nombre de logements français qui sont sur cette petite bande d'1 kilomètre dans les territoires ultramarins France hexagonale qui représentent 1% du territoire national. Donc on a une concentration extrêmement importante. D'ailleurs, on a une concentration 2,5 fois plus importante de population en moyenne sur les littoraux qu'ailleurs. Et pour mémoire, la population sur les littoraux, elle a augmenté de 44% depuis 1960. Et la prospective dit que ça devrait continuer. Donc on va continuer à concentrer. On parle d'érosion, mais je voulais quand même donner un chiffre, c'est qu'aujourd'hui on a un peu moins de 2 millions de personnes qui vivent sur les littoraux et qui sont exposées aujourd'hui au risque de submersion marine. Donc on a besoin d'aborder la question de l'érosion aussi avec la question de la submersion marine. Et les territoires littoraux, les territoires ultramarins sont effectivement subis à de nombreuses pressions en réalité. Et puis peut-être pour terminer, le constat aujourd'hui, c'est de dire qu'on a un patrimoine d'infrastructures, notamment de défense contre les effets de la mer, qui est extrêmement important, qui souffre d'une certaine dette grise, pour parler avec ce vocabulaire. Et aujourd'hui, c'est un peu un élément qui manque dans l'équation. Voilà, le rapport de Sophie Panonacle recommandait qu'on poursuive le travail que je vous ai monté. Je voulais quand même donner un chiffre, j'ai creusé dans mes archives. Aujourd'hui, finalement, la construction de ces ouvrages, c'est entre 500 000 € du kilomètre jusqu'à 7-10 millions du kilomètre. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui parce qu'il faudrait qu'on nous demande de travailler sur ce sujet pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Alors, si on va sur la partie un peu plus prospective, qui est la deuxième diapo, vous m'arrêtez, hein, vous m'avez dit 6 minutes 59, c'est donc ça. Arrêtez-moi 58. Bon. Voilà. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est l'enjeu pour vous tous d'avoir des outils d'aide à la décision et donc de se projeter dans le futur. Donc, on a fait un travail sous l'égide du Comité national du trait de côte, avec le réseau national des observatoires du trait de côte, et on a finalement essayé d'intégrer plusieurs phénomènes. La première chose, c'est que le niveau de la mer va monter. Ça, on en est tous conscients, on l'a déjà observé, ça va se poursuivre. Et donc, ça a une conséquence très nette, c'est que progressivement, les zones basses que je vous ai montrées tout à l'heure sur cette côte, elles vont s'inonder si on ne fait rien. Voilà. À 2100, pour vous donner un ordre de grandeur, si on ne fait rien, la zone totale qui sera ennoyée, c'est à peu près un département moyen français, quand on aura cumulé tout ça, pour vous donner un ordre d'idée. La deuxième chose, et qu'on sous-évalue assez, c'est que ce qui va changer aussi, c'est le régime des tempêtes. Et vous savez que quand on a des tempêtes, surtout si elles sont plus fréquentes, plus importantes, que le recul du trait de côte, ce n'est pas un truc chronique qu'on peut prédire, c'est un truc qui devient un peu irrationnel et où on a des reculs brutaux, difficiles à prédire. Et donc, c'est aussi parmi les éléments qu'on a produits. Alors, quand on croise tout ça, je vais vous donner quelques chiffres. Quand on croise tout ça, ça a été dit tout à l'heure par M. Cap, à 2028, et à dire d'experts, on a à peu près 500 logements et 200 bâtiments d'activité qui sont menacés à court terme. Voilà. Quand on essaye à 2050, sur la base d'un scénario plutôt réaliste, c'est-à-dire qu'on continuera à entretenir les ouvrages hydrauliques, qu'on saura, en cas de tempête, les réparer, on aurait, selon notre estimation, 5000 logements, 1400 locaux d'activité, pour une valeur vénale d'1,3 milliard. Alors j'insiste sur le côté valeur vénale, c'est-à-dire la valeur de ces biens aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. Et évidemment, ça sous-estime l'impact parce qu'on ne parle pas de la valeur économique de ces activités, on ne parle pas non plus de la valeur des fonds de commerce, on ne parle pas aussi de ce que peuvent représenter ces activités en termes d'attractivité aussi des territoires littoraux. Alors à 2100, c'est les chiffres que vous avez là. Alors à 2100, ce qu'on a décidé de vous présenter, c'est le scénario de l'inaction. C'est-à-dire, on arrête d'entretenir les digues. S'il y a des enjeux qu'on peut délocaliser, on ne le fait pas. Voilà, on ne fait rien et on attend de voir ce qui se passe. On est plutôt anticipé, agir, ne pas subir, mais si on ne fait rien, si on reste les deux pieds dans le même sabot, voilà ce qui peut se passer. En tout cas, selon les évaluations qu'on a fait avec les meilleures techniques disponibles, à la fois environ 450 000 logements seraient touchés, soit par l'inondation progressive par la mer, soit par le recul du trait de côte. Beaucoup de locaux d'activité, comme vous voyez, et notamment les locaux de camping. On sait que l'économie littorale est extrêmement importante. Hein. C'est à peu près, selon le cluster maritime, 60% des emplois maritimes relèvent du tourisme. Et donc tout ça, c'est à peu près un petit peu moins de 100 milliards d'euros de valeur, là encore, de l'immobilier. Ce qui est extrêmement important, c'est le bas du tableau, si je peux me permettre. C'est qu'on voit que ce recul du trait de côte, il impacte beaucoup de bâtiments publics, d'infrastructures, y compris des routes du réseau structurant national, des voies ferrées,
aussi un grand nombre de ports. Et voilà, donc la question, c'est pas simplement une question de la bande côtière, c'est vraiment un impact qui est profond dans le territoire et qui va impliquer un traitement en profondeur. Alors pour terminer, parce qu'évidemment, il y a des actions qui sont engagées, des actions comme les vôtres ici. Il y a un certain nombre de communes qui se sont engagées. On a cité Saint-Pierre, on aurait pu citer Quiberville, on aurait pu citer Cap-Breton qui travaille aussi. Donc pour finir un peu l'état des lieux, aujourd'hui, il y a une sorte de boîte à outils qui est disponible, qui est perfectible, avec un enjeu pour les élus, on le voit avec nos adhérents, de compléter la connaissance. Ce qu'on vous a présenté, c'est une connaissance nationale et qui donc doit être déclinée localement pour aider les élus à avoir des éléments d'aide à la décision. Donc cette connaissance, elle peut notamment être conduite au travers, je dirais, du dispositif et du décret liste. Aujourd'hui, il y a à peu près 12%, selon nos chiffres, des études qui ont été conduites dans les communes du décret liste. Voilà, donc le mouvement est engagé. Il y a aussi un certain nombre d'expérimentations qui sont conduites, on pourra en parler. Alors à la fois par l'ANEL et le CEREMA, puisqu'on a accompagné un certain nombre de collectivités et on a annoncé hier vouloir poursuivre avec l'appui de la Banque des Territoires. Il y a aussi le dispositif des PPA sur lequel vous reviendrez. Il y avait un très bon témoignage hier auprès de l'Ordre des architectes de Coutances. Voilà, donc il y a des actions qui sont engagées. Et puis aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a un verrou important, c'est celui du financement. Je ne veux pas mettre d'autres sujets, mais il y a aussi quelques questions réglementaires aussi qui sont importantes. Et puis il y a aussi des questions de reconnaître et de valoriser les pionniers, ceux qui avancent, notamment d'autres questions qui sont les questions de l'assurabilité aussi de tout ça. Mais je ne veux pas multiplier les sujets. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vous remercie pour votre attention. Évidemment, je suis à votre disposition pour tout complément. Merci, monsieur le directeur. Alors, vos diapos ont l'avantage de ne pas focaliser que sur la métropole, mais également sur l'outre-mer, comme on peut le voir. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Ilse Butcher, qui est maire de Ao, en Polynésie. Ao, donc île de l'Arc, je crois que c'est la signification. Donc atoll polynésien où vivent à peu près 1200 habitants. Vous me reprendrez si je dis des bêtises. Mais atoll qui est devenu aujourd'hui en fait un symbole des changements climatiques. La question aujourd'hui, comme on a la chance de vous recevoir, c'est comment, à l'heure actuelle, les habitants voient les choses, comment vous, élus, tentez de trouver les solutions, d'expliquer ce phénomène à vos habitants et quels moyens pouvez-vous mettre en œuvre. Madame le maire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Président du SPC. Aujourd'hui, je suis bien contente de participer. Je vais là. Merci, Président. Oui. Alors, c'est un peu difficile parce que c'est la première fois que nous participons quand même à ce petit débat. Pardon. Ah ouais. Oui. Soyez la bienvenue. Commencez pas à me stresser. Déjà, je suis stressée. Non. On est là pour vous déstresser. Voilà. Alors, vous avez décrit un tout petit peu, et il faut juste que je vous dise que Ao a été quand même la base arrière des essais nucléaires. Vous n'avez pas une carte de la Polynésie? On aurait dû. Non, bon, c'est pas grave. Je vous remercie de ce que vous avez dit, mais là, je m'aperçois aujourd'hui que vous parlez que des littoraux français. Enfin, les hexagonaux, alors que nous, la Polynésie, nous n'y sommes pas. Nous avons un grand océan. Et dans l'archipel des Tuamotu, le recul du trait de côte, je ne sais pas trop comment, parce qu'on est juste une bande de terre, on a l'océan d'un côté et le lagon de l'autre. Alors pour le recul, ce qu'on fait nous les élus, on essaie de pousser, mais à un moment donné, on ne peut plus reculer, parce que ce n'est pas comme vous, là vous avez de l'espace, alors que pas du tout. Nous, au Tuamotu, on fait avec les moyens du bord. Et sachant que Tahiti est très loin, de temps en temps, nous passons un coup de fil où on envoie un petit message au gouvernement. Oui, vous inquiétez pas, les maires, nous sommes là, on vous entend. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous avons les administrés en face de nous. Ils viennent, Tavana, j'ai la mer qui monte, j'ai plus de plage. Qu'est-ce qu'on fait alors? On essaie d'aller chercher les coraux qui ont été projetés par les vagues de l'océan sur le récif. On essaie de ramasser ça et de faire une petite digue en face. Voilà comme on le fait chez nous. Mais en plus, on travaille beaucoup aussi avec nos anciens, parce qu'eux aussi, ils ont subi ça avant nous. Hein. Et ils sont là, ils nous conseillent, nous sensibilisons nos enfants, ce qui est important aussi. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'en Polynésie, nous avons la plus grande aire marine française. Hein,
bah, je ne sais même plus comment il faut parler, justement, je suis stressée, quoi. C'est parfait pour l'instant, c'est parfait. Et puis après, maintenant, monsieur le directeur, hein, pensez maintenant à venir chez nous, quoi, parce que voilà, là, on est tous seuls hein, face au changement climatique et tout. Mais sinon, ben, quand c'est le Bougainville qui a découvert notre atoll, il a dit, il ne sait pas comment ils font, ce peuple-là, à survivre sur des petits atolls. C'est très bien ce qu'il avait dit. Mais nous sommes encore là. La preuve, c'est que je suis là pour parler de nous. Et Très bien, c'est très bien. voilà. Alors, j'entends de parler des financements. Mais après, ce que je peux dire, nous sommes en plein centre du Pacifique. Vous avez les Chinois de l'autre côté et les Américains de l'autre, et qui polluent de chaque côté. Nous essayons quand même de faire... Mais après, on ne peut pas tout le temps demander à la France de financer. Mais enfin, je pense qu'il faut demander à tous ces gens qui nous polluent, là, à toutes ces grandes sociétés, non? Je ne sais pas, c'est... Peut-être une piste. Comment? Peut-être une piste, je ne sais pas, monsieur le Président. Oui, il faut... Demandons à ces grands pollueurs. Faire financer les Chinois, les Américains, le trait de côte français, c'est une très bonne initiative. Avec toutes les plateformes où ils nous amènent des choses, on pourrait les taxer pour financer les atolls, je suis d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des maisons impactées, des activités nautiques impactées par l'évolution justement de la mer? Non, c'est surtout les maisons, parce que là, on s'aperçoit quand même... Bon, on a de l'aide quand même du pays et de l'État pour les constructions des logements. On les appelle ça les farés au pH, hein, avec une hauteur de 1,60 m, parce que je peux être en dessous, voilà, de hauteur. Bon, voilà un peu une des solutions qu'on a mis en place. Bien sûr, nos abris cycloniques. Et monsieur le directeur, il a dit tout à l'heure, ça touche toutes nos infrastructures. Et je l'ai dit aussi, le recul, on ne peut pas. Nous, on est limité sur l'espace. Voilà. Et ce qu'on a peur demain, c'est de quitter nos îles. Et nous ne voulons pas quitter nos îles, nous voulons rester. Alors, nous essayons de végétaliser avec les plantes endémiques. Et c'est vrai que ça tient un peu le sable. Mais la mer, elle continue quand même à monter. Et puis voilà. Mais effectivement, la végétalisation, c'est une des solutions. Mais dans les atolls, dans tous les territoires, la végétalisation pour fixer effectivement le trait de côte. Et voilà Sophie Padonna qui nous rejoint avec, on espère, de très bonnes nouvelles. Voilà, on lui donnera la parole tout à l'heure. Bienvenue Sophie. En tout cas, si je peux me permettre, il y a déjà un premier enseignement de cette rencontre aujourd'hui. On l'a vu là, et j'en parlais avec le directeur du CEREMA. Il doit y avoir Miquelon, il doit y avoir la Polynésie. La Polynésie est notre territoire français peut-être le plus touché. Le témoignage vient de le démontrer. Je pense que notre devoir à l'AMF et aujourd'hui à l'ANEL, c'est d'interpeller fortement, et on le fera. On a des rendez-vous avec la ministre de la Mer, avec la ministre des Collectivités dans quelques heures quasiment. Ben ça, on va quand même demander à ce que... Parce que je comprends fortement que nos amis polynésiens... Moi, j'aurais été vexé, je vous le dis. Vous savez que les Corses, on est toujours un petit peu particulier. Moi, je n'aurais pas été sur la cartographie. Je ne l'aurais pas très bien pris. Je vous le dis tranquillement. Et je leur ai fait savoir. Donc, je trouve qu'avec sourire et avec gentillesse, ils l'ont fait remarquer. Et je crois qu'il est de notre devoir, quand on prétend être une grande nation, qu'il soit sur la carte. En tout cas, je pense que c'est le premier enseignement. Tout à fait. Merci encore à Madame Butcher, maire de Ao en Polynésie. Donc, on vous l'avait promis, on vous propose, avant de faire intervenir Madame Panonac, le député de Gironde et présidente du Comité national du trait de côte, un premier temps d'échange peut-être avec la salle. Alors un micro va circuler, vous vous présentez rapidement, monsieur au deuxième rang. Alors, Mohamed El Amin, adjoint au maire à Pamandzi, île de Mayotte. Donc je me permets de l'occasion qui m'est offerte là pour interpeller l'AMF, mais aussi le cher président de l'État de notre île. Alors, je suis de Pamandzi, c'est une ville sur petite terre, mais qui est impactée, ou du moins qui est au premier plan sur les effets et climatiques et géologiques. Je m'explique. Il y a un volcan qui est apparu il y a 4 ans, qui est à 50 km de Petite Terre, et au-delà des séismes qui, suite à l'éruption, l'île s'est enfoncée de 17 cm, et sur le trait de côte, justement, nous sommes très impactés, parce que s'il y a un tsunami ou s'il y a des aléas venant de la mer, nous sommes les premiers qui seraient impactés. C'est aussi le cas sur le 80% des communes de Mayotte, puisqu'ils sont tous côtières. Alors, je me permets de vous interpeller pour que
on puisse faire, parce que là, on parle d'aménagement, on parle de choses, ces effets-là impactent tous les aménagements, que ce soit routière, que ce soit... enfin, tous les aménagements, vous comprenez. Donc, l'enfoncement de Mayotte entraîne aussi les montées des eaux, automatiquement, au-delà des effets climatiques. Donc, nous sommes impactés. Nous avons le plus grand littoral, ou du moins la péninsule de tout Petit Terre, qui est impacté, alors qu'il n'y a qu'à peu près 10% de ce littoral-là qui est protégé, au-delà de l'aéroport. Mais l'autre moitié du village n'est pas protégé du tout. Et j'ai entendu ici des solutions qu'on a préconisées à Mayotte, notamment la végétalisation, puisqu'il y a des mangroves qui pourraient être mis comme solution pour protéger la montée des eaux, ou du moins protéger l'île aux effets des vagues, mais aussi entretenir le littoral. Alors, qui est responsable du littoral? Quand on fait les démarches, on entend ça revient, les aménagements reviennent aux intercos, alors que l'État, parce qu'elle n'est pas géométrique, hein, les 50 pas géométriques sont les premiers. Donc on nous renvoie les balles entre l'État, les intercos et les communes. On ne sait pas qui est responsable réellement des aménagements de notre littoral. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bonjour. Ici. Alors, il y a beaucoup... Monsieur, oui. Bonjour, Jean-Alexandre Boléa, élu en environnement à la mairie de Saint-Denis de la Réunion. Donc, quand vous parlez d'outre-mer, messieurs, tout à l'heure, merci beaucoup pour aussi me parler de l'outre-mer qui est important pour la France. Moi, je veux surtout intervenir par rapport, nous, à Saint-Denis, c'est le littoral, mais aussi la montagne, tout simplement. Quand on parlait d'érosion, donc, dernièrement, nous avons eu le cyclone Garance qui a fait que à Saint-Denis, nous avons eu, nous, des ravines qui sont venues carrément sur le littoral. Bien sûr, en impactant des maisons et les habitants, bien sûr. Mais nous avons, nous, ce problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle du littoral, mais surtout des ravines qui arrivent, qui nous dit que c'est l'ADEAL, l'Interco, l'État. Et nous, on aimerait aussi avoir des bonnes informations à ce niveau-là, parce que c'est quand même, à l'heure actuelle, par rapport au réchauffement climatique qui arrive à La Réunion, c'est en train de changer. On n'a jamais eu, nous, à La Réunion, un cyclone aussi puissant. Et si on analyse maintenant, on pense à l'avenir, nous allons aussi avoir des cyclones très importants. Vous savez, Saint-Denis, nous avons le littoral. Donc, afin de mettre en place des aménagements, bien sûr, on a mis en place, on met des plantes endémiques pour pouvoir aussi préserver le littoral. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le plus important pour nous maintenant, c'est les ravines, puisque nous avons aussi qui bornent les habitants qui habitent. Faire en sorte que demain, si l'État puisse prendre aussi ses responsabilités, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous allez rencontrer les ministres, ce serait bien aussi que l'État prenne ses responsabilités envers la Réunion, bien sûr envers les Dionysiens, puisque faire en sorte que aussi les moyens nécessaires financièrement, puisque la mairie de Saint-Denis ou l'Interco, je pense qu'à un moment, il va falloir aussi avoir un finance important, puisque sur Saint-Denis, nous avons quand même, nous, plus de 156 000 habitants. Donc ça fait vraiment que c'est énorme, mais surtout l'impact qui sont à venir par rapport au littoral. Donc j'aimerais aussi que l'État, comme vous avez dit tout à l'heure, je répète, que le ministre, que le gouvernement prend aussi ses responsabilités à ce niveau-là pour l'île de la Réunion et surtout pour Saint-Denis. Merci mesdames, messieurs. Merci beaucoup, le message est bien passé, je pense. Madame. Bonjour, je suis Laetitia Attico, directrice de l'urbanisme de la ville de Cayenne. Moi, j'aimerais intervenir sur la légitimité, même de la responsabilité qui pèse sur les communes, et notamment la responsabilité pénale. Le rivage de la mer, donc, je vais commencer par une définition pour me mettre dans le contexte. Le rivage de la mer est composé de la partie du littoral qu'elle couvre et découvre au gré des marées, mais également de tous les points les plus hauts atteints hors conditions météorologiques exceptionnelles. Donc c'est le domaine public maritime, c'est ce qu'on appelle le domaine public maritime. Aujourd'hui, l'État administre son domaine public maritime, il jouit des fruits du domaine public maritime par des AOT, et on demande aux collectivités de mener des études sur un domaine qu'elle ne maîtrise pas, qui ne fait pas partie de son domaine propre, de réaliser des ouvrages hydrauliques, des ouvrages d'art qui coûtent
voilà, des sommes astronomiques sans financement. Mais alors là, il y a une question. Lorsque le domaine public maritime arrivera, et aussi de mener des stratégies de maîtrise foncière sur tous les biens qui sont touchés par les risques. Mais lorsque on arrivera à une érosion qui touchera ces biens de propriété privée, le domaine public, en fait, la ville, les communes auront mené des procédures de maîtrise foncière pour l'État. Donc, elle aura dépensé des sommes pour acquérir des biens de personnes privées, dont les valeurs vénales aujourd'hui sont extrêmement élevées, puisque ce sont des biens qui sont situés en bord de mer, ce sont des biens prisés. Les propriétaires privés ne voudront pas tout simplement vendre à perte, puisque ce sont des biens qui sont valorisés. Et à terme, on sera dans une situation où les villes auront dépensé des sommes astronomiques pour des biens qui seront de facto intégrés dans le domaine public maritime de l'État. Donc moi, la question que j'aimerais poser tout simplement, et notamment à la députée qui mène actuellement des travaux d'amendement, c'est pourquoi l'État a transféré la responsabilité des pénales des risques d'érosion et notamment du recul du trait de côte aux communes, alors qu'elles n'ont pas les moyens d'assumer ces faits. Et finalement, elles sont démunies. Voilà. Merci. On va voir la partie financement après. Merci en tout cas. Une autre intervention, Madame, oui. Et oui, après. Bonjour. Marie-Thérèse Casimirius, maire de la commune de Basse-Pointe à Martinique. Bienvenue. Alors, merci. En termes d'égalité de traitement, je suis assez médusée de constater qu'aucune allusion n'a été faite à la situation actuelle de la Martinique. Et je veux parler de la ville de Basse-Pointe, mais tout en disant que la quasi-totalité des communes de la Martinique, ce sont des communes côtières qui, à terme, seront confrontées à ce problème. Alors, actuellement, la situation, vous l'avez dit, vous avez cité 3 étapes à court, à moyen et à long terme. Je veux vous parler de la situation actuelle à la Martinique, et notamment à Basse-Pointe, où j'ai été dans l'obligation de reloger des personnes en raison de caractère d'urgence lié à la sécurité des personnes qui ont construit vraiment en bordure des côtes. C'est une situation extrêmement difficile. Alors, on n'a pas entendu, vous avez écrit, les maires sont seuls face à ce problème. C'est une réalité. Donc, en plus de ce relogement, nous avons, par le biais de la recherche de foncier, nous avons entamé des opérations pour pouvoir reconstruire. Mais nous sommes face aussi, nous sommes sur un territoire à risque, la Martinique, c'est un territoire à risque. Nous avons donc la hausse d'activité de l'Apelé, parce que la ville de Basse-Pointe est située entre la mer et justement la montagne Pelée. Mais nous sommes aussi confrontés à un problème de paupérisation. Donc, je ne viens pas simplement quémander quelque chose, je demande, parce que vous l'avez dit, que cette difficulté, cette situation ne doit pas être simplement portée par les maires. Alors, dans le cadre du relogement, nous aimerions savoir, puisque nous avons un programme de logement pour pouvoir déloger ces personnes pour leur sécurité, qu'est-ce que prévoit l'État pour nous accompagner, d'autant que nous sommes une commune rurale et nous sommes confrontés à un problème de paupérisation. Notre objectif, c'est que ces personnes soient relogées, mais à moindre coût, puisque déjà, ces personnes ont déjà construit des maisons. Et je le dis en termes de retour sur investissement, c'est une expérimentation qui pourrait être menée au sein de la commune de Basse-Pointe et qui va servir aussi aux autres communes qui seront très certainement confrontées à ce problème. Merci. Merci. Alors on verra, cette question concerne aussi des communes du littoral métropolitain. On va le voir dans une deuxième partie sur le volet réponse locale. Alors de très courtes interventions peut-être avant de laisser la parole à Madame la députée. Monsieur, bonjour. Alors, Bertrand Plouvier, donc ville de La Baule-Escoublac. Alors c'est vrai qu'après avoir entendu mes amis ultramarins, mon propos va être peut-être moins préoccupant. Pourtant, la montée des eaux chez nous est aussi une préoccupation. L'érosion du trait de côte également. Et j'ai noté que nous, c'est surtout l'hiver, parce qu'on voit nos plages qui reculent, nos ouvrages de protection qui s'usent plus vite, et on doit faire face chaque hiver à des tempêtes de plus en plus pressantes.
Et souvent, et ça c'est un constat que je partage avec vous, madame, nos communes sont seules et les maires se trouvent bien souvent seuls. Enfin, pourtant notre territoire, lui, il a montré sa capacité aussi à agir. Nous avons fait des travaux de confortement du littoral, une surveillance renforcée des zones sensibles, un suivi des dunes, mais on ne pourra pas relever tout seul ce défi du dérèglement climatique, puisque chez nous, c'est plus lié à ce problème-là. Et on a besoin de vous, et on a besoin aussi de la solidarité nationale, parce qu'aujourd'hui, ces travaux coûtent de plus en plus cher. Et bien souvent, on s'est contenté de mettre des pansements sur des jambes de bois, et c'est plus suffisant, parce que, un simple exemple, essayer de construire un château de sable sur la plage quand on était petit, on l'a tous fait. Lutter contre la mer et ses éléments, c'est impossible. Alors merci à vous et merci de votre travail. Merci encore. Une dernière question, madame. On fera un deuxième temps de questions à la fin. Madame, oui. Oui, c'est vous. Ah, c'est bon. Oui. Pardon, excusez-moi. Oui, donc je suis madame Louise, je suis donc vice-présidente de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant en Guadeloupe, avec donc 4 communes, Le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, La Désirade. Et je suis aussi seconde adjointe à la collectivité du Gosier. Donc ma question est la suivante, puisque vous avez indiqué que vous aviez rendez-vous avec le ministre de la Mer. Et ce serait intéressant de pouvoir lui donner quelques visions en fait, que nous, on a sur le terrain. Donc, notamment par rapport à la problématique de retrait de côte. On a eu des dossiers, en tout cas des études qui ont été faites par le CEREMA qui n'ont pas été mis à la connaissance très longtemps de la population. À l'horizon 2050-2100. En tout cas, pour la Carle, on est impacté. Ça veut dire que toute notre zone littorale va pratiquement disparaître. Donc ça fait quand même une activité économique, etc. Et aussi des revenus pour la collectivité qui vont disparaître. Et la question que je pose déjà premièrement, c'est pourquoi aujourd'hui on n'a pas encore prévu de plan d'évacuation et des réponses aussi concrètes. On parle aussi de défiscalisation parce qu'aujourd'hui ça voudrait dire qu'on va devoir revoir tout le plan d'aménagement. Et il y a des restrictions budgétaires qui ont été prévues justement pour annuler ce genre de... Bon, a priori, ils ont décidé qu'ils allaient faire marche arrière. Mais pourquoi ne pas proposer au ministre de mettre en place une défiscalisation en faveur de la transition écologique pour le problème du retrait de côte, afin d'inciter toute la partie, en tout cas toutes les parcelles qui sont situées, qu'on puisse en tout cas reculer et reconstruire de manière, en tout cas qu'il y ait des incitations fiscales pour pouvoir aider justement à ce relogement et avoir une projection beaucoup plus, en tout cas en adéquation avec ce qui se passe au niveau du retrait de côte. Et l'autre question aussi que se pose, qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une dimension d'aléas. Donc s'il n'y a plus d'aléas, ça veut dire que les assurances ne vont plus rembourser. Donc ça veut dire que dans 2050-2100, on va se retrouver avec des gens qui n'auront plus aucune valeur vénale et aucune possibilité donc voilà, c'est ces questions-là que je pense qu'il est important de voir parce qu'aujourd'hui, les collectivités n'ont pas les moyens de traiter ce problème. Merci. Je voulais juste reprendre ce que vous venez de dire pour la Guadeloupe et Madame le maire de Martinique. Vous parlez donc effectivement de reloger les gens et on va être face à ce problème. Et on va avoir en même temps à mettre en place le ZAN dans nos communes. Donc on va devoir, avec le ZAN, rendre des terrains prévus pour la construction en moins. Donc on va avoir ces terrains en moins qu'on va tous avoir à faire dans les prochains mois. Et en même temps, on va devoir reloger. C'est-à-dire que les communes littorales auront la double peine. Et quand on essaie d'expliquer ça à l'ensemble des maires au gouvernement, la loi s'applique et elle doit être la même pour tout le monde. Sauf que pour nous, elle va être plus difficile, plus compliquée. On va devoir rendre tous ces terrains et ces hectares dans le ZAN. Et en même temps, on va nous demander de trouver des solutions de relogement avec moins de foncier, donc forcément plus cher. Et donc, on va avoir un mur de problèmes face à nous, effectivement. Les fameuses injonctions contradictoires dont on parle bien souvent. Vous avez évoqué la question financière, effectivement, et la question de la prise en charge des conséquences du recul du trait de côte. Nous avons la chance de recevoir ce matin Sophie Panonacle, alors qui est députée de Gironde, présidente du Comité national du trait de côte, et surtout, au moment où on discute, à l'heure actuelle, un projet de loi de finances 2026 dans lequel il serait question d'émettre des pistes de solutions financières. Pourriez-vous, Madame la députée, nous en dire un petit peu plus? Ah, parfait. Bonjour à toutes et tous.
Alors pour tout vous dire, j'étais très stressée de venir ce matin vous voir parce que juste avant cette intervention, je défendais mes amendements, effectivement, qui pouvaient vous apporter des financements. Et je me suis dit, si j'arrive et s'il n'y en a aucun d'adopté, je vais me faire lyncher. Alors, c'est à moitié vrai, à moitié faux, j'en sais rien, mais comme je suis optimiste, je veux dire que c'est à moitié vrai, puisque sur les 2 amendements que j'ai pu défendre ce matin, une taxe additionnelle sur les droits de mutation, qui est un amendement, j'ai dit en hémicycle que je fêtais le 5e anniversaire de l'amendement, fait 5 PLF que je le défends. Celui-ci, hélas, à une voix près, n'a pas été adopté. Par contre, l'amendement qui demande une contribution aux plateformes de location saisonnière, c'est-à-dire récupérer 1% de leur chiffre d'affaires, on va dire en gros, estimé à 20 milliards par an, ce qui ferait 200 millions pour venir abonder le fonds érosion côtière qui vous permettrait de mettre en place vos stratégies d'adaptation, a été adopté. Donc, ouf, on en a gagné un. Alors, c'est un bon début, oui, mais bon, je me méfie toujours des bons débuts. L'année dernière, le début était bon aussi, et la fin était catastrophique puisque rien n'a été retenu dans le cadre de la commission mixte paritaire. Donc, on croise les doigts. Maintenant, tout va partir au Sénat. Mes collègues sénateurs, notamment le sénateur Mandeli, le sénateur Vallée et la sénatrice Gosselin, ont repris à l'identique mes amendements et vont également les défendre. Je pense qu'au Sénat, ils vont également être adoptés. Si on a la chance de ne pas avoir de 49.3 en février, puisqu'a priori on va recommencer en février, peut-être que cette année on va obtenir donc des financements qui vous permettront d'avancer. Ce que je veux vous dire surtout, c'est que à l'Assemblée, c'est extrêmement difficile d'arriver à convaincre. Ça a été une bataille tout à l'heure. Vous écouterez la vidéo, la visio. Je suis catastrophée par ce que peuvent dire certains collègues députés qui n'y connaissent rien, qui ne connaissent pas vos territoires littoraux, qui ne connaissent pas les problématiques, qui ne s'y intéressent pas. Pardon, je ne suis pas langue de bois, donc je vais dire les choses comme je les pense. Il y a ce problème-là et c'est vraiment difficile. Heureusement, j'en ai eu quand même de nombreux qui m'ont largement soutenu, notamment le président Coquerel de la Commission des Finances, qui a été en soutien total de mes amendements, et confronté aussi à un ministre, je le dis d'autant plus facilement que je fais partie de cette ancienne ou nouvelle, ou j'en sais rien, en tout cas majorité, qui n'a rien compris non plus à vos problématiques, qui m'a donné en contre-argument l'utilisation de la taxe GEMAPI. Pardon, alors bien évidemment, on a aussi déposé un amendement taxe GEMAPI, c'est Amiel. Et la taxe GEMAPI, on a proposé de manière consensuelle. Tous les amendements que je porte sont le résultat des travaux du Comité national du trait de côte, soutenus par l'AMF, par les départements, par les régions, par la NEL, par la NET. Donc la GEMAPI, on vous propose, si vous le souhaitez, de pouvoir la déplafonner de 40 à 60 €. Mais on sait très bien que c'est de la lutte contre la mer, on sait très bien que c'est pour l'entretien des ouvrages et que dans tous les cas, l'argent qui va en sortir, imaginez bien, j'ai un récapitulatif et plusieurs élus, je ne sais pas s'ils sont présents dans la salle, y ont participé, porteurs de PPA, et également mon ami Sébastien Dupré du CEREMA. On peut estimer entre 2026 et 2028 les besoins à 293 millions. On est vraiment au minimum du minimum, 293 millions. Même si on va jusqu'au bout des 200 millions, ça ne suffira pas. Donc imaginez bien que la taxe GEMAPI, c'est à mourir de rire, quoi. Enfin, c'est quand même rien du tout, une goutte d'eau. Et un point, j'ai pas eu le temps de lui expliquer parce qu'on nous coupe vite la parole. La taxe GEMAPI, pardon, mais c'est quoi? De la solidarité littorale. Nous, au CNTC et d'un commun accord, on parle de solidarité nationale. Enfin, il est quand même normal que l'ensemble des personnes qui profitent de nos littoraux, pas uniquement ceux qui y vivent, participent à leur adaptation. Enfin, ça fait sens, quoi. Là encore, mais je ne sais pas comment l'expliquer au gouvernement. Il y a une espèce de blocage sur ce sujet qui est juste incroyable. Alors, j'entendais parler de la ministre de la Mer tout à l'heure. Ce n'est pas elle qui a compétence sur le trait de côte, c'est Mathieu Lefèvre, ministre de la Transition écologique. Mathieu Lefèvre, que je connais très bien, à qui nous avons fait passer une note donc assez précise sur nos besoins financiers, qui m'a promis, vraiment promis, de nous soutenir auprès de Bercy. Alors, lui aussi va être un petit peu seul, je pense, mais bon, on a déjà cet appui en plus. Voilà ce que je voulais vous dire de manière globale. Donc, si vous êtes seul, vous pensez bien que moi, parfois, je me sens seule aussi, mais en tout cas, je ne lâcherai pas. Bon, il y a des fois à l'Assemblée nationale, il y en a quelques-uns qui doivent se demander si je suis bien calée là de toujours reprendre ce sujet. Mais encore une fois, je disais au ministre, ce matin, vous avez mis en ligne le guide Tous responsables. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir pour
prévenir la population, anticiper des catastrophes naturelles ou de guerre, ou etc. Et c'est développer cette culture du risque. Ça a du sens et c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais sauf qu'avant d'en arriver là, si on anticipait un peu, peut-être au moins par rapport aux catastrophes naturelles, on n'aurait pas besoin de prévoir les catastrophes. Hein. Si on était capable d'anticiper, de mettre les outils à disposition, d'adapter nos littoraux et ailleurs, on n'aurait pas besoin d'en arriver là. Je pense qu'on a passé, on a sauté une étape, me semble-t-il. Merci Madame la députée. Vous restez avec nous. Je vous propose peut-être de passer aux réponses locales apportées sur le terrain. On verra après si on peut encore échanger. Réponses locales, alors différents types de solutions. On en a évoqué quelques-unes tout à l'heure très rapidement. Je vous propose déjà d'avoir le témoignage d'Emmanuel Alzuri, maire de Bidart, conseiller délégué littoral et trait de côte à la communauté d'agglomération du Pays Basque. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place sur votre territoire? Alors, sur notre territoire, bon, d'abord, effectivement, le Pays Basque, c'est un territoire littoral à forte notoriété, mais d'une dimension assez réduite, puisqu'on a 35 km de littoral seulement sur le territoire, et que ces 35 km font tous partie de la même agglomération, l'agglomération unique du Pays Basque. Donc on a un bloc communal, si vous voulez, commune interco, qui est assez fort sur ces sujets, et qui nous a permis effectivement d'avoir une démarche assez proactive sur ces sujets. Mais plus largement, avant de parler de ce qu'on fait sur le Pays Basque, il faut rappeler qu'en Aquitaine, on a le GIP Littoral Aquitaine, le groupement d'intérêt public, qui est un outil de réflexion qui a été créé à l'initiative de la région et qui regroupe, il a été créé au moment où sont remonter la nécessité d'avoir des stratégies de gestion des risques littoraux. Il y avait déjà une stratégie nationale qui a été complétée d'une stratégie régionale. Puis après, il fallait des stratégies locales. Et le GIP a pour fonction, c'est un outil de réflexion, un outil d'appui qui est devenu vraiment l'outil. Il y a un monsieur qui disait tout à l'heure, un maire qui a dit on est très seul sur le sujet du littoral. Chez nous, franchement, parce qu'il faut dire les choses quand ça va bien, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul parce qu'on a cet outil supra au-dessus du bloc communal, commune interco. On a le GIP qui fait l'interface avec les acteurs de l'État en particulier et qui nous permet d'avoir une ingénierie, des cercles de réflexion, de la cohérence dans les stratégies locales de gestion des risques littoraux, une appréhension identique de la manière dont on doit gérer les problèmes, que ce soit la lutte dure, que ce soit le recul ponctuel et modéré, que ce soit les solutions fondées sur la nature. On arrive à faire ça tous ensemble. Moi, j'ai envie de dire que ça marche plutôt pas mal, il me semble. Et de façon opérationnelle sur votre territoire Alors, sur le territoire du Pays Basque, justement, on a, fort de cette organisation qui nous permet quand même d'essayer d'aller de l'avant et d'être reconnu quand même des acteurs, et il faut saluer le travail. Moi, j'en suis un membre du GIP, mais je ne fais pas la promo du GIP par intérêt personnel, mais dire que toute cette organisation, elle porte ses fruits. On a été reconnu par les acteurs de l'État, et de fait, quelqu'un a parlé tout à l'heure des PPA, là, les projets partenariaux d'aménagement. Sur le territoire du Pays Basque, il y en a 5 en France, on en a 2. Moi, je préside celui de Saint-Jean-de-Luz et celui de Bidart-Guétaris. Ce sont 2 PPA différents, mais c'est des outils. Moi, je prends toujours la même image pour parler de ces outils-là, c'est l'entonnoir. C'est-à-dire que dès lors qu'on a reconnu tous ensemble qu'il y avait un problème quelque part, dans l'entonnoir, on met l'État, la région, le département, les intercos, les communes et le GIP, et on s'agite tous ensemble jusqu'à être capable de monter des plans d'action reconnus de tous avant d'être publié, avant d'être validé, de sorte que derrière, la mise en œuvre soit facilitée. Il n'y a pas un maire chez nous qui arrive avec son projet que personne n'a vu et qui commence à les taper à la porte de la DDTM. Voilà. Donc tout ça, ça porte ses fruits et ces opérations, j'en discutais avec mon collègue de Pont-l'Abbé tout à l'heure, sur Saint-Jean-de-Luz par exemple, on travaille à la relocalisation de camping. On travaille, et là on vient de signer le marché pour relocaliser une station d'épuration qui était en première ligne mer. C'est un chantier à 30, c'est une équivalent habitant de 80 000, la station d'épuration, 80 000 équivalents habitants, donc c'est un gros machin. C'est 30 millions d'euros pour la déplacer, mais tout ça, on l'a fait dans le cadre de ces projets partenariaux où on arrive à être tous ensemble. Et dès lors, encore une fois, qu'on a validé les prérequis, on est bien dans les PPA en train de reculer, de renaturer, de désimperméabiliser, de laisser respirer. Dès lors que toutes ces cases-là sont cochées, après, on peut se battre. Et parfois même, parfois il y a du mouvement, je vous le garantis, avec les services de l'État, parce que parfois, quand bien même on a décidé, on a coché toutes ces cases-là,
la loi littorale ou la loi climat et résilience reste parfois un obstacle, même à reculer. C'est-à-dire que des fois, il faut reculer à plus d'1 kilomètre et on ne sait pas faire. Typiquement à Saint-Jean-de-Luz, on ne peut pas faire reculer la zone touristique à plus d'1 kilomètre parce qu'à plus d'1 kilomètre du littoral, on a l'autoroute, on a une route départementale à très fort trafic, on a une zone commerciale. On ne va pas envoyer le camping là-bas derrière, alors que les gens, ils n'ont pas envie de traverser l'autoroute. Enfin, voilà. Donc tout ça, voilà. Mais si on n'avait pas les outils partenariaux, les projets partenariaux d'aménagement pour se mettre à la bagarre, on n'y arriverait pas. Là, à un moment donné, on va trouver des solutions parce que tout le monde est forcé de constater que la loi peut être un petit peu décalée. C'était aussi un des objectifs de ces PPA, être capable parfois de faire bouger un peu la loi littorale, mais avec évidemment ce prérequis indispensable, et il faut avoir l'honnêteté de le lire dans les stratégies, c'est qu'on coche bien toutes les cases de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour effectivement préparer demain et éviter de subir autant qu'on subirait si on ne faisait rien. Voilà. Merci Monsieur le maire. Madame la députée, vous souhaitiez réagir? Si je peux réagir, oui, effectivement, ces PPA, il y en a 7 ou 8, un peu plus, hein, ça commence à monter. C'était une proposition quand même du gouvernement, ça. C'était un outil qui avait été proposé en disant, si vous contractez un PPA, derrière, on vous apportera les financements sur effectivement la première phase d'ingénierie et après la phase, on va dire, de mise en application, enfin d'études et après de mise en application. Aujourd'hui, ceux qui sont l'apporteur de PPA attendent quand même la suite des financements. Encore, hein, il manque une petite rallonge, on va dire que les PPA n'arrivent pas à aller au bout. Et puis, on vous a incité, et j'ai été la première à le faire, à intégrer le fameux décret liste qui vous oblige à mettre en place une cartographie zone rouge pour derrière vous permettre de demander un PPA. Alors très bien, je veux dire, dans les outils, il y a la loi Elan, il y a eu la loi climat et résilience, tout ça a été mis en place, formidable. Mais les PPA, comment on les fait vivre? Avec quel argent? Effectivement, l'ingénierie et la mobilisation des communes à travers ces PPA est extrêmement pertinente. Enfin, j'ai eu l'occasion d'aller à Saint-Jean-Luz et Bidart il y a quelques jours. Et puis, sur l'ensemble des autres PPA, j'aime bien aller voir sur ce qui se fait. C'est pertinent, ça avance. L'ingénierie est incroyable. Les élus sont hyper mobilisés. Sauf qu'on va arriver à un moment, c'est ce qui a presque failli se passer. Heureusement, voilà, c'est stop. Il n'y a plus de financement, donc plus de PPA. Et un dernier point, on avait demandé à une dernière réunion du CNTC, au-delà des financements, à ce que l'on ait un État facilitateur, c'est-à-dire qui vous accompagne, qui n'est pas là en permanence pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais pour trouver des solutions, pour alléger effectivement certaines procédures. Et également au niveau des lois, puisque vous parliez tout à l'heure du ZAN, il y a également la loi littorale. On s'était engagé. Et je vous assure que je suis une grande défenseur de la loi littorale parce que je pense que si elle n'avait pas existé, nos littoraux, ce serait catastrophique aujourd'hui. Mais à certains moments, on va avoir besoin d'apporter quelques dérogations pour pouvoir adapter ces littoraux. Oui, merci. Je voulais juste dire que dans tous les cas, les PPA, ça nous permet d'être organisés. Et quand il n'y a plus d'argent, il vaut mieux être organisé que d'arriver en ordre dispersé pour récupérer ce qu'il y a à récupérer. Et juste une piste de financement que j'avais évoquée avec vous quand même, c'est la taxe de séjour sur les campings. La taxe de séjour, qui est à mon avis, un vrai sujet. La taxe de séjour, partout dans les territoires littoraux, on l'a montée en général au maximum de ce qu'on peut faire sur l'hôtellerie. Il y a une vraie, à mon avis, injustice avec la taxe de séjour payée par les clients des campings. Dans les campings, aujourd'hui, les tentes, elles ont été largement remplacées par des mobil-homes qui se louent 1000, 1500, 2000, 2500 et encore plus à la semaine. Et les gens ne paient même pas la moitié en taxe de séjour que ce que paye quelqu'un qui va à l'hôtel avec tout le service qu'on a à l'hôtel. Je trouve que c'est une injustice majeure. Et pourtant, je suis une commune de camping. Hein, je ne me fais pas des amis chez moi quand je dis ça. Mais c'est une honte qu'on n'avance pas sur ce sujet-là. La Fédération des campings est très forte pour son lobbying. Nous, on est très mauvais. Pour le coup, là, on est en ordre totalement dispersé. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci, madame la députée. On poursuit sur les expériences mises en place localement avec Robert Crost, maire du Grau-du-Roi. Donc, à l'instar de vos collègues, vous militez effectivement pour la création d'un fonds financier spécifique pour accompagner les collectivités. Et vous avez également une approche du côté de la planification, peut-être, à nous apporter. Alors, expérience, non, je ne vais pas en parler des expériences. Je vais continuer dans le même sens que mon président et de ce que j'ai entendu. Je rebondirai sur, bien sûr, ce que vient de dire Sophie Padenacle, la députée. J'arrive d'un territoire, le Grau-du-Roi Port-Camargue, et d'une communauté de communes, Terre de Camargue, qui compte 21 000 habitants. Le Grau-du-Roi,
Aigues-Mortes et Saint-Laurent-des-Gouzes. 21 000 habitants et nous sommes menacés par 3 fleuves. Un petit fleuve qui est un des plus grands fleuves d'Europe, le Rhône, le Vistre et le Vidourle réputé pour ses inondations et la mer. Donc pour la GEMAPI, la taxe GEMAPI, vous pensez bien que ce ne sont pas ces 21 000 habitants, quand bien même on déplafonnerait à 60 €, chère Sophie, qui feraient face, parce que nous l'avons identifié pour les 10 ans à venir, à devoir engager 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, je l'ai expliqué devant une commission de sénateurs récemment. Alors oui, absolument, Président, nous continuons à dire que le littoral ne peut pas être le seul à financer le littoral. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste pour à la fois continuer bien sûr, à adapter, continuer à protéger, adapter, recomposer et relocaliser, comme m'a dit la Chambre régionale des comptes. Monsieur le maire, vous n'êtes pas assez mobilisé sur la relocalisation de votre ville. J'ai dit non, madame. Non, madame. Non, je ne suis pas mobilisé sur la relocalisation de la ville. Certes, nous devons être inscrits dans une trajectoire temporelle qui nous mobilise aujourd'hui, d'abord pour la vitalité de nos villes littorales. La vitalité actuelle, parce que ici, sur nos littoraux, ce sont des lieux de vie citoyenne, de vie culturelle, économique et créatrice de richesses, et de richesses aussi naturelles et de biodiversité. Et nos moyens, ils sont déjà affectés à cette vitalité. Et cette vitalité, elle est déjà sur la gestion de notre littoral pour le protéger, l'adapter, avec, et nous l'expérimentons, oui, des solutions fondées sur la nature. En établissant aussi nos cartographies, et nous y sommes, avec aussi nos stratégies littorales à travers le CIMADREM, un grand syndicat qui nous rassemble, et comme chez Emmanuel, à travers un syndicat, depuis Port-Saint-Louis-du-Rhône, en passant par les Saintes-Maries-de-la-Mer, Arles et le Gros-du-Roi, et avec une entente de la baie d'Aigues-Mortes pour travailler là-dessus. Mais d'abord, on est dans l'actualité, je le disais, pour loger nos habitants, pour offrir des services publics, avec des écoles maternelles, avec des écoles élémentaires. Je reviens aux compétences des collectivités, avec des crèches, des EHPAD. C'est pour le conseil départemental. Eh bien, nous sommes d'abord engagés là-dessus. Et si nous accordons nos moyens pour sauver le littoral, on ne s'occupe plus de l'existant, alors. C'est ça. Voilà. Et ça nous amène à réfléchir à ce que moi j'appelle un peu quelque chose qui ressemble à de l'abandon. Voilà. Sophie, je ressens un petit peu ça, et c'est quelque chose, c'est une idée qui avance un petit peu. Nous sommes mobilisés, encore une fois, pour protéger, adapter, recomposer, à terme dans la trajectoire relocalisée. Mais j'ai l'impression que dans l'esprit de certains, on est déjà abandonné. On est déjà abandonné quand on est, je dis, en confrontation. On sent que cette idée elle est sous-jacente. À quoi ça servirait, finalement, de se mobiliser financièrement? Je ne veux pas croire à ça, hein, parce que ça, c'est, je veux dire, quelque chose qui n'incarne pas l'État et la République que moi je soutiens. Voilà un petit peu ce que je voudrais dire ici. L'occasion m'en est donnée. Merci aussi, Président, de m'avoir aussi impliqué dans cela. Bien sûr, nous sommes aussi mobilisés sur les questions relatives à la planification à travers nos PLU, bien sûr, nos PLUI, avec nos révisions de SCOT, avec nos SRADET. Oui, bien sûr, nous sommes au travail là-dessus parce que, bien sûr, nous sommes des élus responsables. Nous sommes des élus responsables qui n'avons pas l'habitude de prendre des risques à nos populations, mais de les protéger. Voilà ce qui nous anime. Merci. Merci, monsieur le maire. Dernier témoignage qui montre jusqu'où certaines communes osent aller dans certains cas de figure. Nous accueillons Stéphane Douaré, qui est maire de Pont-l'Abbé, président de la communauté de communes du pays Bigoudin Sud, et dont le territoire sur le bassin de Tréfiaga a été plus loin encore pour apporter une réponse concrète à un sujet malheureusement bien réel. Monsieur le Président. Alors, merci pour l'invitation. Alors, je voyais 900 km de côte concernés tout à l'heure dans votre diaporama au niveau du CEREMA.
Pays Bigoudin Sud, outre d'être la plus belle destination touristique du Finistère, puisqu'on est les premiers cette année en fréquentation, on a on a quelques inconvénients. C'est que sur les 12 communes de l'Interco, on est donc Oro-du-Rhône est 21 000, nous on est 40 000 habitants, 11 communes littorales et 100 km de côte. Voilà. Et sur les 100 km de côte, effectivement, vous voyez, on est plutôt exposé. Et vous avez ici l'exemple du Léan sur la commune de Tréfiagat, où malheureusement, je crois qu'on a été un peu précurseur, puisque on finit d'acheter 7 maisons pour les déconstruire. Et on a commencé au mois de juin, à coup de grands fracas et de pelleteuses, on a enlevé les 2 premières maisons. Pourquoi déconstruire? Tout simplement puisque en 2021, ma collègue Nathalie Tano, qui est maire de la commune, m'appelle en pleine nuit en me disant il y a déjà 2 mètres de dunes qui ont cédé, alors qu'on venait de faire 200 000 € d'enrochement quelques mois plus tôt. Et puis, on perd 2 mètres de dunes. Et finalement, depuis 20 ans, on a tout essayé. Les stablish plages, les pieux, l'enrochement. Pour le coup, je pense que l'enrochement, c'est sans doute une des plus mauvaises idées qu'on a pu avoir, puisque ça n'a fait qu'accentuer le phénomène, puisque au lieu de dissiper l'énergie cinétique de la vague qui vient taper la dune, en fait, elle tape la roche, elle repart, elle vous vide la plage, et puis finalement, elle finit par vous emporter aussi l'enrochement, et puis vous déplacez votre problème, parce qu'en tête d'enrochement, vous continuez à creuser. Donc vous avez ces 7 maisons, il y a 2 maisons qui vont être prochainement encore enlevées du paysage. Et comme à Bidart, avec mon collègue, on a aussi, vous ne le voyez pas, elle est un peu en bas à droite, une station d'épuration. Évidemment, la station d'épuration, on la met toujours à peu près au point bas de la commune, là où les effluents coulent naturellement. Et donc, si on a une brèche, la station d'épuration, c'est la prochaine dans la boucle. Et là aussi, on est sur un budget qui est estimé à 20-25 millions d'euros pour déconstruire et reconstruire, parce qu'il faut bien refaire une station ailleurs. Donc, on est arrivé à la solution ultime. Évidemment, comme quand votre équipe de foot ou de rugby va mal, vous avez 60 millions de sélectionneurs, on s'est tapé les réunions publiques où j'avais en face de moi que des ingénieurs ou les neveux ou le petit cousin du machin qui vous expliquent que vous êtes un con et que vous n'avez rien compris à la vie. Et il n'y a qu'à construire un mur en béton à 100 mètres de la rive, et puis on va casser la vague, et puis c'est terminé. Mais sauf que ce n'est pas possible. Voilà. Et qu'il y a un moment, il y a le coût bénéfice-risque. Jusqu'à quand on continue à dépenser 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros pour essayer de conforter, réparer, faire du rechargement dunaire et autres? Ou bien on accepte tout simplement que quand on regarde la carte de Cassini, finalement à l'époque c'était un polder, que dans les années après-guerre on a fait une dune parce qu'il y avait des besoins en exploitation agricole, et puis on a un peu asséché certains marais. Et puis dans les années 60, on a autorisé des permis, on a construit. Alors moi, je ne vais pas critiquer mes prédécesseurs. Tout le monde a fait comme ça. Et puis aujourd'hui, vous avez un territoire qui est en forte pression. On n'arrive pas à fournir assez de logements pour tous les gens qui veulent venir habiter sur notre territoire. Malgré que le littoral attire beaucoup malgré les risques. Et on en parlait, on reçoit quand même des gens qui achètent des biens en zone noire, PPRL ou assurée. Et vous leur dites, je vous préviens, si vous achetez là, d'abord vous ne trouverez aucun assureur. Et donc même si le grippin vous met le feu dans la cuisine demain, vous ne reconstruisez pas. Mais ce n'est pas un problème. Finalement, ils veulent tellement voir la mer qu'ils achètent ces biens-là. Donc là, il y a eu beaucoup d'émotions, des réunions publiques un peu tendues, où effectivement, pour le coup, on a estimé qu'on était un peu tout seul. Alors certes, on emmenait les services de l'État, mais ils me disaient, nous, on ne prend pas la parole. On vous laisse faire, voilà, bon. On a fait, alors c'est toujours délicat, quand vous connaissez les gens, l'historique. Moi, je comprends que quand vous êtes né dans la maison, que vous avez élevé vos enfants là, vous avez construit votre vie, c'est toute votre famille. Pour autant, on a volé personne. On a mis, on va dire, à peu près 3 ans pour arriver à une acceptation. On a laissé passer 1 an entre 2 conseils communautaires, entre le moment où on a mis sur le tapis le fait d'acheter les maisons pour les déconstruire et puis la décision d'acter de cette acquisition. Aujourd'hui,
je vous dis, voilà, les 7 compromis, enfin, il y en a 4 qui sont déjà notre propriété. Les 7 compromis sont signés. Il y avait une personne qui avait 92 ans qu'on a décidé de laisser dans sa maison, qui est décédée il y a quelques semaines. Donc, bon, on va passer à l'acte et déconstruire. Et les derniers qui doivent reconstruire. Et donc, on leur laisse le temps de la reconstruction pour quitter les lieux. Certains ont voulu récupérer le parquet, la cuisine, le machin. Et on a acheté, les domaines sont venus, on a acheté au prix du marché. Voilà, on n'a spolié personne. Moi, naïvement, je pensais qu'en achetant au prix du marché, tout le monde serait venu dans mon bureau signer rubis sur l'ongle. Eh ben non. Eh ben non. C'était pas encore assez. Ça compense pas le coût de la construction d'aujourd'hui, etc., etc. Pour autant, je leur ai dit, mais moi, les derniers, ça c'est quand même un peu fini de temps en temps. On est obligé d'être ferme. J'aurais dit, écoutez, c'est une négociation amiable. En fait, on n'est pas obligé d'acheter votre baraque. Hein. Vous la gardez, et puis dans un hiver, 2 hivers, quand la tempête sera plus forte que d'habitude, qu'on emmènera l'hélicoptère pour vous évacuer, après, vous ne reviendrez plus. Mais vous ne viendrez pas pleurer, on n'aura pas acheté, et vous aurez 0 € d'indemnité. Au final, on a fini par finir par acheter. Donc, c'est de l'ordre de 3 millions d'euros pour acheter les 7 maisons. On est passé dans la submersion. Donc, on a eu du Barnier et du Fonds vert. Donc, on s'en sort à 70% de subvention. Bon, c'est déjà très bien. Pour autant, le territoire va mettre de sa poche plus de 600 000 €. Et j'entendais tout à l'heure le financement. Moi, la GEMAPI, je suis au taquet hein, parce que j'ai 11 communes littorales. Là, on va construire, du coup, vous avez vu, on construit 2 digues rétro-littorales pour protéger 400 autres maisons. Parce que sur l'Interco, j'ai 5000 habitations qui sont concernées par la GEMAPI. Et donc, c'est le cas ici, ça va être le cas à l'île Tudy, Combrit, ça va être le cas sur Pinmar. C'est très douloureux pour nous. Financièrement, en plus, pour un bigoudin, c'est compliqué. On a une réputation des grands gestionnaires et de tout compter. Mais là, en l'occurrence, oui, qui va nous aider à payer? Ce n'est pas les 40 000 habitants du territoire. Vous pouvez mettre la taxe de séjour, on l'a revu, j'ai revu tous les barèmes, la THRS. Alors, toutes les communes n'ont pas eu le droit de mettre la THRS, mais ceux qui ont pu le mettre, évidemment, on flèche vers le logement. Mais comme l'a dit Dominique, nous, on a double, triple, quadruple peine, parce que le ZAN, on nous dit, vous devez rendre des mètres carrés. Pour autant, on est un territoire extrêmement attractif. On est en croissance de population par des afflux de personnes extérieures qui veulent venir habiter le territoire. Et puis, vous avez la loi littorale. Si je prends la commune de Pinmar, qui est un peu plus loin, en fait, donc là aussi, on a du monde qui, dans les 30 ans, ne pourra pas rester. Donc, l'idéal, ce serait de construire au bourg. Mais on dit, ah non, mais loi littorale, extension d'urbanisation, vous ne pouvez pas. Alors, quand on va se taper le recul du trait de côte avec les cartos à 30 ans et 100 ans, la loi littorale, le ZAN, les mètres carrés qu'on aura rendus, moi, je ne sais pas faire. Honnêtement, pourtant, je suis quelqu'un d'optimiste. Hein. Mais là, on est en train de faire notre PLUI et on bute un peu sur le sujet. Et comme toi, au Gros du Roi, on a eu un petit contrôle CRC, et puis une magistrate, il y a 2 ans, qui me dit, mais président, vous allez aller en prison. Vous n'avez pas mis votre territoire sur la liste des communes recul du trait de côte. Je lui dis, moi, je suis plutôt d'avis d'attendre pour voir, parce que vous me promettez beaucoup d'argent. Alors, j'ai vu les services de l'État pour le PPA. Plus on avance, moi, j'ai l'impression que j'aurai d'argent pour m'aider à faire le projet. Et surtout, beaucoup de contraintes, et je ne vois pas bien l'échéance, et je ne vois pas bien comment on va y arriver. Et donc, aujourd'hui, honnêtement, les maires que nous sommes du territoire, on se pose la question de savoir si on a bien fait d'accepter un peu l'injonction de la CRC, de dire vous devez vous engager parce que votre responsabilité pénale va être engagée, vous aurez tué des gens, vous n'aurez rien fait. C'est pas vrai, on a des PCRS, on fait nos exercices d'évacuation, enfin on met tout en œuvre. Mais voilà, moi, on en avait parlé beaucoup avec Dominique. Finalement, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, avec le recul du trait de côte qui va arriver en plus de ça, là on était en submersion marine, donc c'est plus, voilà, il y a l'aléa et le risque. Là, sur le recul du trait de côte, je ne sais pas à quelle sauce on va pouvoir être mangé. Et parfois, je me demande si ça vaut le coup d'être un bon élève ou d'être le premier. Là, on a été critiqué. J'ai fait des tables rondes dans divers endroits. Il y a des maires qui sont venus me dire mais t'es fou, t'as fait ça. Maintenant, tout le monde va nous demander de racheter sa maison. Là, honnêtement, analyse bénéfice-risque, on n'avait plus d'autre solution. On n'avait plus d'autre solution. Voilà.
Et ma collègue maire et ses adjoints qui sont toute la nuit sur la dune pour veiller. La dernière fois, à Siaran, le préfet nous appelle à 18h en disant vous évacuez tout ce quartier-là. Je ne veux plus personne dans les maisons. Et on verra demain ce qu'on en fait. En fait, c'est difficile à vivre. Et j'entendais, oui, le relogement, etc. Oui, c'est compliqué. Malgré tout, je peux vous donner les 2 premières qu'on a déconstruites. 3 semaines après, on a eu un gros orage et c'était la pleine mer. Et il y avait 46 cm d'eau à la place des maisons qu'on avait déconstruites. Et j'ai revu les gens qui m'ont dit, finalement, on a bien fait de vendre et de partir. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, vous souhaitiez réagir? Oui, alors vous mettez le doigt sur un point effectivement important qui est la notion de risque naturel majeur. Risque naturel majeur ou pas, ça veut dire fond Barnier, CatNat ou pas. L'érosion côtière à ce stade, en tout cas au niveau des services de l'État, ce n'est pas un risque naturel majeur. Alors c'est vrai que moi quand j'ai entendu, on s'était rencontrés sur une table ronde aussi où vous annonciez acheter prix de l'immobilier ces maisons, je me suis dit aïe aïe aïe, ça va pas venir m'aider. Parce que va dire l'État derrière? Eh bien mesdames et messieurs les maires, achetez donc les maisons. Débrouillez-vous. Donc ça ne va pas, voilà, en soutien de ce qu'on essaie de porter, permettez-moi de vous le dire, mais voilà, c'est une réalité. Après, et j'entends, vous avez bénéficié du fonds Barnier, puisque vous avez mis en avant la submersion marine. C'est là où on arrive à une espèce de méli-mélo entre la submersion marine, l'érosion côtière, l'élévation du niveau de la mer. Les scientifiques au niveau du CNTC nous disent bien, eh bien oui, tout est combiné. Il est aujourd'hui quasi impossible, à l'avenir encore moins, impossible de différencier l'un de l'autre. Le jour d'une grosse tempête, eh bien, il y a une vague submersion marine qui fait accélérer l'érosion. Voilà. Et là, on fait quoi? On dit quoi? C'est quoi de l'érosion, de la submersion? C'est quoi fond Barnier? C'est quoi fond érosion côtière? Enfin bon, ça devient... Donc attention à ça. Et c'est la difficulté, je salue nos représentants des territoires ultramarins, et pardonnez-moi de mon absence lundi, j'avais très très mal au dos, mais c'est encore plus prégnant sur les territoires ultramarins parce qu'on est là vraiment sur les 3 phénomènes totalement combinés qui font que par rapport au financement, eh ben, voilà, on ne s'en sort pas. Donc vraiment, acheter les maisons comme ça à prix de l'immobilier, attention, c'est mettre le doigt dans l'engrenage et je pense que ça va être extrêmement compliqué derrière de pouvoir suivre financièrement. L'État va nous dire, débrouillez-vous. Ça marche, donc débrouillez-vous. Donc pour d'autres, ça va être compliqué parce que tout le monde ne va pas pouvoir, je pense, tant mieux pour vous. Mais... Et ça nous fait disparaître totalement le besoin de financement pour gérer les stratégies d'adaptation plus globales. Monsieur le Président, je l'entends, hein, mais vous voyez, sur la carte, vous avez quand même un peu plus de maisons. Et effectivement, il a fallu que j'explique à des gens. Par exemple, vous avez 3 qui sont en rouge et puis le voisin, il est en blanc. Mais parce que justement, il y a aléa et risque. Il y a submersion et recul du trait de côte. Et ceux qui étaient submersion, ils rentraient dans ce programme-là. Et c'est aussi ce qui fait qu'on a été au bout de cette démarche. On n'aurait peut-être pas, sinon on n'y serait peut-être pas allé. Hein. Mais effectivement, quand on a fait nos calculs et quand je voyais ce qu'on dépensait tous les ans en entretien, bon, et je sais que ça vous a choqué, ça en a choqué d'autres. Mais imaginez, maintenant, il faut que j'explique aux autres que eux, ils ne sont pas concernés par la submersion, mais par le recul du trait de côte, et qu'on n'achètera pas leur maison au motif qu'elle est 20 cm plus haute que celle de leurs voisins, et que du coup, on passe au-dessus du trait qui a été fixé comme ça sur une carte. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à vendre. On peut discuter. Moi, j'ai 4 ports de pêche. Ben, en fait, quand je fais ma carte à 30 ans, tous mes quais, ils sont sous l'eau. Et on fait comment? Parce qu'on a déjà payé un lourd tribut avec la perte de hauturiers sur le Brexit et ça, on pourrait en redébattre où l'État ne nous a pas accompagnés à la hauteur de ce qu'il devait le faire. Et on me dit en même temps, bah, finalement avec le ZAN, réinvestissez les places portuaires, retrouvez des activités. Oui, mais tous les quais, il va falloir les monter de 30, 50, 60 cm. Qui paye? À l'origine, ce n'est pas nous qui les avons construits. Hein. On les a hérités, ils n'ont en plus pas forcément été bien entretenus. Donc il y a aussi tous les ouvrages de protection qui vont coûter une fortune à entretenir, pour lesquels on n'a pas les moyens aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'ANEL. Non, je voudrais. Alors, il se trouve que je suis président de l'ANEL, mais je suis aussi maire d'une commune qui s'appelle Bonifacio, dont des maisons sont à 80 mètres au-dessus de la falaise. Et aujourd'hui, vous avez 7 maisons à 3 millions d'euros. Moi, j'en ai 2 à 3 millions d'euros. Alors, s'il faut qu'on partage, honnêtement, moi, je regrette l'absence. D'ailleurs, je remarque 2-3 choses importantes.
La première, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens de l'outre-mer qui sont venus venir écouter ce colloque et c'est pas un hasard. Et d'ailleurs, notre ami l'a précisé. Et on sent bien, comme toujours, quand je suis face aux gens de l'outre-mer, c'est que des fois on a des problèmes, c'est vrai, mais j'ai toujours un peu de mal à reprendre la parole parce que nos problèmes dans nos territoires, moi aujourd'hui c'est une maison secondaire, c'est une maison d'une riche fortune française dont je suis en train de parler d'une indemnisation à 3 millions d'euros. Mais je vais y revenir en 2 mots. Mais ce que j'observe, c'est que chez nos amis d'outre-mer, on est dans des problématiques qui sont puissance 10. Donc, et je répète, dans la salle, il y a beaucoup de monde. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire effectivement que nous irons dire aux ministres et aux nos interlocuteurs qu'on a bien compris que c'était une question sensible. Je le redis quand même à ceux qui sont dans la salle. Ne nous trompons pas. Tout à l'heure, la Martinique a eu la chance d'être sur la cartographie. J'ai bien conscience que l'outre-mer et l'ensemble de l'outre-mer a besoin de notre soutien et c'est ce que nous ferons en tout cas au niveau de l'ANEL. Par contre, je regrette l'absence du ministre. J'ai remarqué qu'il était prévu et qu'il n'est pas venu. J'espère que... Alors, il peut y avoir des contraintes, mais peut-être que c'est difficile à entendre, hein, parce que là, beaucoup de questions qui ont été posées, elles sont à poser à l'État, mais il n'y a pas de représentant de l'État, là, je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas moi. Alors, il y a un établissement public d'État, c'est pas la représentation nationale, etc. Je voudrais réagir aussi au propos de la députée qui fait avec beaucoup de pugnacité un excellent travail. Bon, moi, tout à l'heure, je ne vous le cache pas que là aussi, j'ai les tripes qui ont un peu réagi. J'avais en tête de quelle région était originaire le ministre qui vous a répondu. Bon, il est député parisien. Moi, j'adore, je suis né à Aulnay-sous-Bois, j'adore Paris, mais il est député parisien. Et je vous le dis, je ne comprends même pas que ce soit ce ministère-là qui vous ait répondu sur cette question et un député parisien qui vous réponde ça. Moi, forcément, il va être en face de moi, gentiment. On appartient au même parti, hein, je vous le dis, et vous le savez, mais je lui dirai très clairement, quoi. Je veux dire, que ce ne soit pas le ministre de la Mer, que ce ne soit pas le ministre de l'Environnement qui vous réponde ça, honnêtement, moi, je vous le dis, pour ceux qui me connaissent, les choses, elles seront dites et elles seront dites clairement. Clairement, parce que ce n'est pas acceptable. Je le répète, moi, quand je paye ma feuille d'impôt, je paye le Louvre, je paye le musée Grévin, je paye les autoroutes que j'ai jamais eues sur mon territoire. Et ce genre de comportement, Robert Crost l'a dit, c'est une forme de double peine. J'espère au moins qu'il avait le bon ton. Donc je vous le dis, voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est des gens responsables. En tant qu'élu, il n'y a pas de souci, je suis sûr quand même. On connaît la situation budgétaire de notre pays. On se rend compte qu'on ne pourra pas acheter des milliers de maisons à 3, 4 millions d'euros. Par contre, c'est là je vais terminer mon propos, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement sur le ZAN ou sur la loi littorale, on voit bien que le sujet il doit être réouvert. C'est une évidence. Une des réponses qui sera à moindre coût, je vous donne des exemples, je suis très pragmatique. Sur nos territoires, il y a des gens qui voient aujourd'hui tout leur terrain. Mon PLU du 8 décembre que je vais voter, 97% de mon territoire sera en espace naturel ou agricole. Donc 97% des gens auront leur terrain qui vaut 0. Moi, je pense que si demain on me laisse pouvoir relocaliser et aller voir ces gens-là en leur disant votre terrain il vaut plus 0, alors il ne vaut pas les 500 € que peuvent valoir les terrains sur ma commune, comme chez vous. Je lui dirais mais il ne vaut pas 500 €, mais peut-être que si je lui dis qu'il en vaut 30 et que c'est moi commune qui vais les acheter grâce à la taxe sur les résidences secondaires et que derrière je vais pouvoir offrir à des gens le terrain pour la relocalisation, peut-être qu'on aura trouvé ensemble une piste intéressante. C'est là où on doit être aidé par la représentation nationale et par le gouvernement, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas racheter l'ensemble de ces maisons à coût de millions et de milliards. Par contre, il faut qu'on se mette autour d'une table et pas qu'on nous renvoie la responsabilité. Je vous dis, monsieur le maire, moi je ne vous le cache pas, pour les 2 maisons, j'ai dit à l'État, je ne mets pas 1 €. Je vous le dis, c'est clair. Et après, alors peut-être que ma responsabilité, si la maison tombe, sera mise en cause. Mais j'ai envie de vous dire, elle est mise en cause si quelqu'un prend une vache. Chez moi, ça peut arriver assez facilement, une vache, une chèvre. Elle peut être mise en cause si la monsieur tombe de la falaise parce que j'ai pas suffi. Bon, il y a tous les jours, j'ai 15 millions de raisons de me retrouver devant le juge. J'essaierai de prouver que j'ai tout fait pour pas tuer la personne. Encore, j'espère que Dieu me préservera et que ça n'arrivera pas. Mais je crois qu'il faut qu'on travaille surtout tous ensemble et qu'on n'accepte pas les réponses qui ont été celles qui nous ont été apportées aujourd'hui. Celle sur la plateforme est une bonne nouvelle. Ce sont nos territoires qui sont les plus attractifs. Et ça a 0 impact sur le budget de l'État. Donc aujourd'hui, voilà, je crois qu'il faut revenir à la raison et il faut nous entendre. Il y a en tout cas rapidement des moyens importants à donner au CEREMA pour qu'on ait un diagnostic juste sur tous les territoires français, hein, sur tout le territoire français. Ça, c'est une mission qui est importante. Donc, donnons-nous les moyens pour cela. Et après, ensemble, on trouvera les solutions. Je le redis aussi,
Robert Kroos, qui est le premier vice-président de l'ANEL, le sait. L'AMF, c'est la même chose. En tout cas, pour l'ANEL, nous sommes des décentralisateurs convaincus. La réponse, elle ne sera pas la même à Bonifacio, à Quimper, en Martinique ou à Tahiti. Là aussi, faisons confiance à l'intelligence locale et à la réponse locale. Moi, je n'ai pas votre question sur les... J'ai entendu Bidar et j'ai parfaitement compris la situation du maire d'Emmanuel sur le camping. Je n'ai pas la même chez moi. La réponse à Bidar ne sera pas la même qu'à Porto Vecchio ou à Marseille. Donc voilà, faisons un peu confiance aussi à l'intelligence locale. C'est aussi, je pense, ce qu'il faut défendre auprès de nos gouvernements. Merci, monsieur le maire. Une dernière intervention dans la salle avant un mot de conclusion de Dominique Cap. Monsieur. Bonjour. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais mon ancienne équipe me l'a suggéré. Roland Michel Bézot, je suis préfet de la Somme, ancien directeur général de l'Association des maires de France. C'est pour ça que je suis heureux de retrouver des débats très intéressants que j'avais eu l'honneur d'organiser avec mon équipe il y a quelques années. Et puis il se trouve que j'étais préfet des terres australes et antarctiques françaises et que je suis originaire du Nord-Cotentin, donc ces questions littorales me vont particulièrement à cœur. J'ai juste un témoignage, puisque le recul du trait de côte, là je parle comme préfet territorial, le recul du trait de côte est une affaire nationale. Donc j'ai entendu beaucoup d'élus, tout à l'heure je suis arrivé en cours, mais qui disaient on se sent seul, etc. J'espère que non. Ça concerne l'État, ça concerne les élus, ça concerne les acteurs économiques, ça concerne la population. Donc oui, c'est une affaire nationale. Mais moi, et j'ai fait remonter des propositions, mais on agit sans forcément demander toujours l'autorisation, d'ailleurs, mais je ne devrais pas le dire. Je suis quand même estomaqué de la superposition des dispositifs, des périmètres, des organisations. Pour la baie de Somme, qui est un des joyaux du littoral picard, on a calculé qu'on a entre 8 et 10 organismes, institutions, dispositifs, mais ce qui fait qu'on passe son temps à faire de l'ingénierie administrative, mais pas à traiter le sujet. Alors, en liaison avec les élus de la Somme, à qui je rends hommage, puisque la Somme, en 2001, ils ont été très inondés, et pendant 20 ans, ils ont bossé sur le fleuve Somme, et ils n'ont pas eu les inondations qu'on a eues dans d'autres départements. Mais ça, c'est le fruit du travail local. Et ça me fait dire aussi un sujet qui est très important dans l'approche que nous avons dans la Somme, c'est la cohérence terre-mer. Le littoral, il n'est pas tout seul. Et nous, on a 3 fleuves côtiers dans la Somme, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est une... Je ne dis pas qu'on a réglé le sujet. Je dis simplement, on a tous ces trucs, tous ces machins. On va faire un comité stratégique co-présidé par le préfet local et la présidente du syndicat mixte qui gère la baie de Somme. On associe les parcs naturels marins et terrestres. On associe le PTB qui est du fleuve Somme, la MEVA. On associe l'ensemble des maires, des collectivités, des acteurs. Et c'est l'instance pragmatique où on échange sur tous ces sujets. Après, ils trouveront leur traduction dans les documents d'urbanisme, dans l'ingénierie, dans les décisions du syndicat mixte pour faire tel et tel travaux, dans ce que vont faire les communes. Et une suggestion que j'ai faite remonter récemment dans le cadre des travaux de décentralisation et de déconcentration, est de dire que quand on a des territoires à enjeu, je pense celui de littoral picard et la baie de Somme, mais vous avez dû voir des photos, par exemple, depuis un siècle, les falaises à Holt, plusieurs villages se sont écroulés, et ce sont des photos, malheureusement, très spectaculaires. Eh bien, c'est que on irait peut-être, moi je rêverais qu'on ait un périmètre d'action unique, dans lequel il y aurait tout le monde et dans lequel les procédures seraient fusionnées. Parce qu'il faut voir loin, mais agir en bonne cohérence. Et donc, j'avais proposé ça aussi lorsque j'ai fait une mission pour le gouvernement sur le foncier industriel versus ZAN. Vous avez beaucoup évoqué le ZAN en disant, mais dans les territoires industriels et en jeu, il faut traiter ces sujets, dont le ZAN, d'une manière un peu plus globale et transversale que la simple application arithmétique, schématique, normative de beaucoup de sujets. Un sujet sur lequel j'avais fait remonter, je pense que vous devez le connaître dans vos affaires, les sites de compensation. Ben, il dit qu'il faut reculer les gens, mais par exemple, on sait qu'il va y avoir des territoires qui avaient été poldérisés, qu'il va falloir dépoldériser. Et donc, comment on organise d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, le fait que nous acceptions collectivement, localement, l'ensemble des parties prenantes,
qu'il y a des territoires qu'il faudra redonner à la mer et des territoires où il faudra au contraire, là où habitent les gens, mieux protéger, faire des protections avec... J'ai beaucoup apprécié l'intervention aussi du maire du Finistère qui a dit mais que finalement il n'y a pas de solution miracle quand la mer devient très forte. Mais je me suis rendu compte et j'ai obtenu une dérogation, mais j'ai dû faire intervenir Matignon, c'est que quand vous rendez des polders à la mer, il faut compenser la biodiversité terrestre que vous supprimez en redonnant à la mer ce que vous lui avez pris il y a quelques années. Donc vous voyez bien les complexités législatives, normatives, administratives que nous devons collectivement gérer. Donc mon message, c'est de dire oui, vous l'avez montré, c'est d'une complexité infinie. 2, c'est une stratégie nationale qu'effectivement que nous devons collectivement mettre en œuvre. 3, c'est peut-être avec des approches pragmatiques de terrain, avec l'ensemble des acteurs, qu'on trouvera des solutions. Et bien sûr, on remercie par avance le législateur de nous faciliter une approche qui serait plus une approche ascendante qu'une approche descendante. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de congrès et merci de m'avoir donné la parole. Merci, monsieur le préfet. Dominique Cap, en guise de conclusion. Oui, alors quelques mots de conclusion. Monsieur le préfet, je dirais, monsieur le directeur, vous étiez mon directeur d'AMF quand je suis arrivé, jeune maire et jeune président départemental. Ravi de vous revoir et on est en phase évidemment sur ces choses-là. Alors, on avait mis le titre, c'était Recul Trait de Côte, les maires seuls au monde. Mais pour justement arriver à cette conclusion que je dois faire aujourd'hui, non, vous n'êtes pas seuls. Les maires littoraux ne sont pas seuls. On a plus de problèmes que les autres, parce qu'on a ce problème-là et on n'est pas souvent entendu, écouté et compris par les maires qui ne sont pas littoraux et qui ne comprennent pas nos problèmes. Donc mais on est tous solidaires sur ces problèmes, quels que soient nos territoires. Et là, c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle que cet amendement sur un premier bout de financement qui ne coûtera pas un centime à l'État, et comme l'a rappelé Sophie Madonac, ne coûtera pas un centime à l'État, on fait payer les plateformes. Et ça va nous aider à démarrer. Il faut démarrer. Il faut qu'on démarre avec cette première étape. Une fois que la première étape sera enclenchée, que le front sera vivant, qu'on aura plus, je crois beaucoup à la vertu par l'exemple, quand ce fonds va être vivant et qu'on arrivera à l'appliquer et à résoudre quelques-uns de nos problèmes, avec des spécificités territoriales qui sont évidemment toutes différentes, eh ben on aura avancé. Donc vous pouvez compter sur nous, le combat continue. Merci à tous. Merci.